Effectivement, l'été a été marqué par une décision forte et fort discutée du CSA. Et les agences médias avaient clairement exprimé leur position, qui était plutôt favorable à cette ouverture-là. Ceci dit, je comprends la décision qui a été prise par le CSA. C'est une décision d'affirmation d'autorité dont on peut se dire au premier abord qu'elle est très paradoxale, puisque là on parle d'une toute petite fragmentation. Au maximum, ça allait peser 0,8% des audiences, je crois, si on cumulait les trois. Là où, il y a 2 ans, on a le marché avec une fragmentation beaucoup plus forte qui a entraîné 5 à 6% de fragmentation. On est conscient, nous, agences médias, et surtout après 4 ans de crise, qu'il y a un moment, il faut renforcer nos groupes médias existants. Quand on regarde l'effet de la fragmentation, l'effet des nouvelles chaînes qui ont été ouvertes, en fait, celles qui s'en sortent, c'est celles qui appartiennent à des grands groupes. Et on a besoin de grands groupes, plus solides, qui ont besoin de plus d'actifs pour pouvoir supporter la baisse inexorable des revenus publicitaires, qui n'a pas vraiment de raison, et là-dessus je rejoins le CSA, qui n'a pas vraiment de raison de revenir au beau fixe dans les années qui viennent, compte tenu de notre marché. Certes, ça allait générer plus de fragmentation, certes, ça allait générer une concurrence sur le marché des chaînes d'info, donc il y avait un vrai débat, est-ce qu'il y avait de la place pour 3 ou pas. Nous, on avait plutôt considéré que oui, et qu'un groupe comme TF1 avait besoin d'exister, et était légitime pour exister dans le monde de l'info, pour faire vivre sur un autre canal, et du coup monétiser sur un autre canal, sa rédaction. Ça, c'est ce qu'on avait dit sur LCI. Sur Paris Première, je l'aurais bien assorti de conditions très claires pour que la différence éditoriale qu'on trouve aujourd'hui sur Paris Première puisse être maintenue. Autant les 6 chaînes d'avant, ça a vraiment créé de la fragmentation, autant Paris Première, elle se retrouve un peu victime à la fois d'un besoin du CSA d'exprimer son autorité maintenant qu'ils ont un avis à donner sur l'économie et sur les business models, et victime de la guerre des chaînes d'info, où là, je peux concevoir qu'il y avait un vrai arbitrage à avoir en disant est-ce qu'il y a de la place pour 3 ? Est-ce que ça ne va pas trop affaiblir iTélé qui n'a pas besoin de ça ? Mais d'un autre côté, ça crée une position très forte pour le groupe d'Alain Veil. Donc c'est un vrai choix politique qui montre à cette occasion-là. Quant à la dernière, elle est beaucoup plus anecdotique. D'ailleurs, même Canal s'est félicité de la décision du CSA, c'est dire qu'ils n'avaient pas l'air d'y croire tant que ça. Moi, je pense qu'en fait, c'est surtout la correction d'une erreur que le CSA a voulu marquer là. Ça veut peut-être dire d'ailleurs que ces 3 chaînes-là ont une vie en TNT gratuite un autre jour, maintenant que l'autorité du CSA est correctement réaffirmée. L'erreur, ça avait été d'ouvrir 6 chaînes non différenciantes, attaquant les mêmes cibles, à part RMC Découverte, attaquant en gros les mêmes cibles, avec des contenus sensiblement les mêmes que ceux qui préexistaient, et qui attaquait en plus les mêmes tranches horaires. Donc, ça a eu comme effet que de fragmenter l'audience, sans créer de recettes publicitaires complémentaires pour le marché télé en général. Au contraire, ça a plutôt baissé le tout, comme on l'a vu pendant l'année 2013. Là, c'était pas le cas. Les chaînes étaient avec des lignes éditoriales très différenciantes, à part LCI si on considère BFM et iTélé, mais Paris Première, par exemple, pour moi, il n'y avait même pas de question pour Paris Première. Aujourd'hui, la France a trop de chaînes, si c'est pour, et le marché publicitaire ne peut pas les financer, si c'est pour que tout le monde attaque les mêmes cibles, et avec les mêmes programmes. Il y a trop d'offres. Là, c'était pas le cas. Pour la rentrée, les agences attendent avec impatience de voir le retour d'M6. Ce que va donner, ça c'est peut-être à titre plus personnel, ce que va donner l'OVNI Rising Star, qui est beaucoup plus qu'un simple programme qui peut sauver ou enrayer la baisse des audiences d'M6, peut vraiment donner là d'une nouvelle forme de télévision sociale, utilisant le social média à plein tube, c'est que ça. À la limite, on se demande même pourquoi il y a encore besoin d'un jury. Et j'attends de voir à la fois le succès d'audience que ça peut faire, mais aussi comment les Français vont s'engager dans le programme.
C'est un nouveau format. Si ce format-là réussit, on a là un premier vrai programme capable d'être puissant et d'engager les gens pendant longtemps sur une émission, longtemps pendant une émission, mais aussi longtemps dans le temps, puisqu'il va y avoir plusieurs épisodes. J'attends de voir les grilles tarifaires de rentrée. Est-ce qu'on va vivre une petite inflation au dernier trimestre ou pas, ce qui n'a pas été le cas pendant les 3 premiers mois, même si on nous les a annoncés. On s'attend quand même à une reprise de valeur, ce qui serait au point où on en est de leur puissance et de notre capacité et la capacité des chaînes à financer leur contenu, ce qui serait quand même, même si représente des agences médias, ce qui sur le fond serait quand même pas mal. Parce qu'il y a un moment, et ça rejoint la position qu'on avait vis-à-vis du CSA, on a besoin que ces groupes-là soient forts, on a besoin que TF1 s'internationalise, on a besoin qu'M6 reste puissant, on a besoin que nos groupes français soient capables de s'exporter pour être capables de continuer à financer leur contenu, à acheter des droits qui aujourd'hui se négocient à des niveaux mondiaux, et où, quand on regarde bien, il n'y a plus guère que les chaînes payantes qui sont capables de financer des droits sportifs, par exemple. La F1 a disparu, le foot a quasiment disparu. Pour le paysage audiovisuel français et pour nous, agence média, où on a besoin d'aller cibler des gens, le phénomène Formule 1, qui avant, quand il était sur TF1, par exemple, réunissait 4 millions de gens, et qui maintenant réunissait 700 000, on a perdu 3,3 millions de fans de Formule 1 qui intéressaient beaucoup des constructeurs automobiles. Donc, à un moment, il ne faudrait pas qu'on arrive dans une économie où il n'y a qu'un modèle payant qui nous permette de toucher de l'affinité, laissant au gratuit soit des gros carrefours d'audience, soit des programmes de faible qualité. Alors, l'actualité de l'UDECAM, d'abord, dans quelques jours, on va avoir les 4e rencontres de l'UDECAM. Salvagram, comme d'habitude, avec un beau plateau dont on est fier. Les rencontres seront ouvertes cette année par la ministre Axelle Lemaire. On a réussi à faire venir Sir Martin Sorel, qui viendra parler dans l'après-midi de sa vision mondiale du marché publicitaire et des interactions entre les agences de pub et les agences médias. Intéressant d'avoir son avis là-dessus, et sur la data évidemment. Mais aussi cette année beaucoup de boîtes de techno, de pure techno, comme Adobe par exemple. C'est la première fois qu'on les entendra, et c'est intéressant parce qu'ils arrivent sur notre marché, donc c'est intéressant de voir, comme ils viennent de la data site-centric, c'est intéressant de voir en quoi ils s'intéressent au marché des médias derrière et au DMP. Et puis la nouveauté, c'est qu'on aura beaucoup d'annonceurs, plus que d'habitude, qui vont soit faire des keynotes, soit participer à des tables rondes pour donner le point de vue de l'annonceur sur un certain nombre, sur tous les sujets de notre écosystème. L'objet de cette journée, c'est un peu de filer la pêche à la France, de dire, à la France digitale et des médias, à dire que finalement, 4 ans après avoir eu très très peur de l'arrivée du digital en disant que ça allait tuer tout le reste, finalement, cette innovation perpétuelle auquel le digital nous engage, c'est plutôt une opportunité formidable de reprise de valeur.